Est-ce qu'il y a des questions que des personnes dans la salle souhaiteraient poser à nos intervenants? Profitez-en, ils sont là. Ils resteront, je pense, pour la plupart encore cet après-midi, mais on descendra dans l'opérationnel. Est-ce qu'il y a des questions? Alors. Merci. Marc Daubert, architecte. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions de ce matin. Et j'ai une question pour Monsieur Côté, qui est le chercheur. Il nous a beaucoup sensibilisé sur la question du temps. Et je pense que tout le monde, dans ses interventions, a posé la question des nouvelles professions. Donc ma question, c'est: est-ce qu'il y a des professionnels du temps qui vont intervenir? Est-ce qu'il y a des formations? Je suis enseignant dans une école d'architecture aussi. Et dans une école d'architecture, on apprend l'espace. On fait des espaces architecturaux. Et la question qui est posée là, c'est que l'espace devient de moins en moins... Merci Mme Girard de nous avoir rappelé que c'était important, mais devient de moins en moins important, et la question du temps est de plus en plus importante. Donc j'ai deux questions. C'est la première question: est-ce qu'il y a des formations quelque part pour ça? Gestion du temps, je sais qu'il y a certaines communes qui ont nommé des délégués à la gestion du temps, comme à Lyon par exemple, et on voit bien maintenant que le problème il est à ce niveau-là. Ma deuxième question, c'est que vous avez bien signalé que le problème, c'était plus une question de rendre un espace thermiquement cohérent, mais de s'occuper de l'usager. Et en s'occupant de l'usager, moi j'ai une petite histoire sur l'invention de la pantoufle par rapport... Bon, on en reviendra plus tard si vous voulez, mais vous centrez sur l'usager. Et donc on peut se poser la question, quid de l'espace? Tous les gens qui sont intervenus ont dit il faut faire des espaces, faire des choses. Même vous, de ce côté, vous avez terminé en parlant d'espace. Ce qui me tire un peu ce qui m'interroge, c'est que ceux qui parlent de bâtiments intelligents, ce sont des électriciens. Siemens, Schneider Electric, etc. Et qu'on ne voit pas nos bétonneux bien connus, les Bouygues et compagnie, ils ne sont pas là. Donc, est-ce qu'on va, je vais peut-être un petit peu loin, mais est-ce qu'on ne va pas progressivement arriver à une diminution de la notion même de bâtiment, aussi bien dans la production que dans les professions, au détriment d'une sensibilisation vers l'usager? Et est-ce qu'on ne va pas aller à inventer des combinaisons thermiquement intéressantes qui vont pouvoir répondre à nos questions partout? Voilà, c'est mes deux questions. La première sur le temps et la deuxième sur la disparition de la notion d'espace. Alors d'abord sur le temps, je ne pense pas qu'il existe de formation sur le sujet, à part pour les ingénieurs, pour leur apprendre à gérer leur temps, hein, ou pour les managers plutôt, pas pour les ingénieurs. Par contre, cette question du temps, elle traverse à la fois l'intelligence des gens qui conçoivent les bâtiments et les gens qui vont les utiliser. Dans la conception, là, je participe en assistance à maîtrise d'ouvrage à une opération où le maître d'ouvrage se dit que finalement, cette cantine qui peut pouvoir accueillir 1500 personnes entre midi et 2, entre 14h et midi le lendemain, elle est vide et qu'elle pourrait servir à d'autres usages que simplement manger entre midi et 2. Et donc, il est en train de regarder en phase programmation comment utiliser cet espace de telle manière à ce qu'il puisse être utilisé dans d'autres fonctions, à d'autres instants de la journée ou à l'instant de l'instant. Et donc, ça interroge du coup, j'allais dire, la flexibilité d'usage des différents locaux. Si je caricature, l'Europe est finie d'être construite en gros, hein, on ne fait plus que 1% par an, mais l'important maintenant c'est le parc. Et le parc, quand on calcule la surface construite et le nombre d'habitants, on est à peu près à 70 mètres carrés par personne de construit. Ça veut dire que, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on a beaucoup d'espaces qui sont mono-usage. Et donc, quelque part, ceci devra être questionné à un moment donné. Ça peut même être questionné quand on regarde maintenant, je vais franchir sur la deuxième question sur la notion de l'espace, en disant je dois optimiser l'adaptation environnementale pour les usagers en fonction de l'espace. On peut aller, je dirais, à la limite, au-delà de l'espace spatial défini par les cloisons, donc défini par les architectures et les topologies, pour rentrer dans la sphère de l'humain, et donc rentrer au poste de travail. En caricaturant ça, nous 5 qui sommes ici et qui sommes en train de nous agiter devant vous, et vous au fond de la salle, vous n'avez pas les mêmes besoins physiologiques en matière de confort. Est-ce qu'en travaillant là-dessus, je peux améliorer cette perception de confort? Est-ce que je peux optimiser les ressources que j'utilise pour faire ceci? C'est une des questions qu'on peut traverser. Pour l'instant,
je dirais, en chercheur, on est allé trouver dans les équations techniques des sciences dures des réponses positives, mais dans les sciences molles, ça reposera la question de l'intime, de la sphère d'appartenance. Est-ce que finalement, un beau jour, ce ne sera pas simplement des coques vides et que nous aurons des vêtements thermorégulés qui nous... Voilà, ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Laissons entre guillemets l'innovation technologique, pour reprendre ces deux mots qu'on considère comme synonymes, nous apporter quelquefois des solutions à nos propres problèmes. Très bien, merci Olivier Côté. Je vois que Véronique passe aussi ses remarques en même temps. Alors nous, chez Bourgogne Bâtiment Durable, on ne parle plus de sciences molles parce que on trouve que on propose de parler de sciences tendres plutôt parce qu'il faut remettre un peu de sensible dans tout ça. Voilà. Alors une autre question, oui, Philippe Mougel. Oui, Philippe Mougel, donc sociologue. Alors moi, c'était plutôt une remarque, et c'était pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques évoluent dans de nombreux domaines. Et avec les neurosciences, il est désormais possible de mesurer le ressenti, le malaise, le plaisir, le bien-être. Cette mesure permet de remettre en cause certains a priori et de mieux ajuster les technologies aux humains. Et la question peut se poser dorénavant, comment mieux articuler les sciences techniques et les neurosciences. Alors, c'était une remarque, elle appelle, d'après moi, si. Alors, une réponse, Bruno Georges. Voilà, moi je vous remercie beaucoup pour votre remarque, parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que dans beaucoup d'équipes de conception, il n'y a pas assez de gens des sciences douces, des sciences tendres. Je pense que aussi, de la même manière que je suis un des vice-présidents de notre syndicat d'ingénieurs, et je leur dis, quand ils pleurent en disant les entreprises générales, les maîtres d'ouvrage ne nous payent pas, on n'a plus besoin de nous, je leur dis, mais est-ce que vous êtes sûr, quelle est votre part de responsabilité là-dedans? Et est-ce que si les gens ne perçoivent pas quelle est la valeur ajoutée de votre intervention sur un projet, s'ils ne la comprennent pas, c'est normal qu'ils n'aient pas besoin de vous. Et je pense que pour toutes les sciences moins dures que les autres, si tant est que l'énergétique est une science dure, je dis toujours à mes gars qu'on fait une science molle, je pense que l'intervention que vous venez de faire donne des outils, on va dire formels, aux gens, non pas pour mesurer, on s'en fout de dire que c'est plus 1 ou moins 1, mais pour montrer qu'on rentre dans quelque chose qui, malgré le fait que c'est soft, il y a une certaine rationalité, parce qu'on comprend un peu mieux maintenant des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et de ce fait, on peut montrer que c'est important, parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas de donneurs d'ordre, si vous ne leur montrez pas avec des chiffres, eh ben, ils sont dans des structures mentales qui font que... Et je pense que c'est extrêmement important de glisser ça dans la conception pour que petit à petit les gens comprennent que c'est nécessaire et qu'on puisse voir les effets de l'intervention de quelqu'un comme ça et qu'on puisse la mesurer, même si la mesure est foireuse, on s'en fout, c'est pas ça important. C'est qu'on puisse petit à petit convaincre des gens de la pertinence de ça. Pardon, je vous ai coupé le micro. C'est pour pas qu'on ait de problème de son. D'accord. Je voulais juste rebondir. C'était exactement la conversation qu'on avait avec Véronique tout à l'heure. Nous sommes rentrés dans un monde qui mesure la performance, mesure les économies, mesure le retour sur investissement, mesure. Si les sciences humaines ne sont pas capables de mettre des indicateurs avec des chiffres sur l'amélioration du confort psychologique, de la sensation de bien-être, etc., vous êtes mort, vous aurez un monde froid. D'accord ? Donc c'est votre responsabilité d'inventer des indicateurs. C'était notre conversation de tout à l'heure. Je vous entends, monsieur, je suis rassuré, nous allons pouvoir mettre en place des indicateurs et mesurer l'indice de satisfaction psychologique statistique que vous avez mis sur tel type de population versus le ROI et le rendement et la machine. Alors on va pouvoir faire des équations et peut-être qu'on pourra sauver l'humain. Alors, plaidoyer pour la mesure, réponse de Véronique Gérard, qui nous disait tout à l'heure que tout n'est pas mesurable. Oui, c'est-à-dire que j'entends bien, je les ai vues, ces études-là, elles sont très intéressantes. Alors, c'est vrai qu'on a des indicateurs où on dit que, selon ce que l'on donne à voir, justement, la capacité de concentration, simplement, le seul problème, et je rejoins l'architecte, enfin, je voudrais parler avec... c'est que
on risque de toute façon de retomber sur une réponse fonctionnelle. Ah, mais j'ai répondu, j'ai mis un arbre. Mais c'est pas comme ça que ça se joue complètement. Donc on va se rassurer avec ces chiffres-là, ok, ça sera une avancée de dialogue entre des techniciens technocrates, mais c'est pas suffisant. Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Je ne sais pas moi non plus, mais j'ai lu des livres sur le cerveau droit et le cerveau gauche. Non, mais c'est pas ça. Non, mais moi je veux dire ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une intelligence, comme vient de la rappeler Bruno, qui est l'intelligence rationnelle, qui est l'intelligence du mental, de la pensée, de l'analyse, de l'indicateur, de l'agrégation de ces indicateurs, choux et carottes faisant du foie gras. Mais il y a aussi une autre intelligence, qui est l'intelligence intuitive, qui est l'intelligence sensible, qui est l'intelligence kinesthétique, celle de l'espace, etc. Et celle-ci, en effet, ne passe pas nécessairement par des grilles et des catalogues d'indicateurs. Je rappelle quand même que la HQE, haute quantité d'emmerdement, est quand même une méthode qui a foiré, ou à peu près foiré, dans son objectif, parce qu'elle a voulu tellement agréger de choses vastes, avec des centaines de sous-indicateurs et de choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, de toute façon, on n'est plus dans l'humain, et que le petit maire, parce que moi c'est celui-là, petit maire, c'est pas péjoratif, mais qui essaye de regrouper son gymnase, son école et sa salle des fêtes autour d'une chaufferie bois pour améliorer sa performance et surtout chauffer ses établissements demain, il ne peut pas rentrer dans ce genre de système bien trop complexe et bien trop binaire, puisque vous êtes certifié ou n'êtes pas certifié, et qu'il n'y a aucune gradation. Donc attention à la limite de ce cerveau gauche qui est surdéveloppé chez les Occidentaux et qui est celui vraiment de la mise en chiffres permanente de tout sujet de la vie. Voilà. Oui, donc Denis Bonin. Je vous trouve tout à fait excessif concernant la HQE ou les certifications en général. Leur avantage premier, c'est que c'est structurant. Parce que la question, et là on a vu que tout le monde a parlé de mettre la maintenance, de l'intégrer. Alors effectivement, les certifications expliquent que les gens qui font des GTB doivent former les mainteneurs à s'en servir. Je me rappelle un site, une tour, sur lequel un jour on décide de mettre le logiciel Star pour suivre tous les 10 minutes la consommation. Et on s'aperçoit qu'entre 2 heures du matin et 4 heures du matin, il y a toute une série de matériel qui se met à marcher. Et ça a duré depuis 13 ans, et c'était dû au fait que les gens qui avaient fait les essais de la GTB, ils les avaient fait, ça marchait, ils sont partis, et comme de toute façon, quand on dit qu'il n'y a que 17 ou 20% qui marchent, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que personne ne la règle et qu'elle est comme au jour de son installation. Alors, pour en revenir sur la certification, elle est structurante, parce que le problème posé par Madame est vrai. Simplement, toutes les personnes sont faites différemment. Et donc, 2 professeurs, il y en a un qui dit « moi, je ne veux pas qu'on me voie en train de faire ma classe », et puis il y a le principal qui dit « mais moi, je veux pouvoir voir comment ça se passe et s'il y a un peu de discipline ». Donc, c'est pas facile, c'est d'autant moins facile que les occupants, on les connaît après. Donc, on essaie, nous, au niveau de la programmation, de prendre des choses qui structurent, des choses qui obligent le maître d'œuvre à faire son boulot, c'est-à-dire n'avoir pas que des idées, mais l'application
et la réalisation des travaux, parce qu'il y a effectivement beaucoup de malfaçons. C'est bien pour ça que nous essayons de mettre en place et de rendre obligatoire le commissioning, c'est vérifier que les choses sont bien faites, que les bouches soient en face de la production. Voilà. Alors, dernier point sur la GETB, il y a eu des concours de GTC avec le plus de points possible. Moi, je trouve que quand on a un auditorium comme ici, s'il y a un suivi de CO2, ça coûte pas cher, et qu'on l'asservit à la GETB, l'ensemble, voilà, c'est quelque chose qui donne de la qualité. Je donne des cours à la fac et je vous promets qu'en fin d'après-midi, j'ai envie de dormir pendant mes cours et que tous mes étudiants dorment parce que c'est complètement saturé. Donc j'espère que bientôt, ça sera une obligation donnée d'avoir un suivi. Mais la certification est structurant et donc ça c'est quand même important et les plus amenés c'est dû à ça. Très bien. Réponse très rapide s'il vous plaît de Véronique Girard pour qu'on prenne d'autres questions. Je voudrais très rapidement simplement revenir sur la question du programme. Le programme est fondamental, c'est la pièce maîtresse de tout projet. Quand il est fait par une maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire par une mairie, souvent il est bradé, je vais dire. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. C'est pas leur métier. Alors ça, c'est une chose. Quand on fait appel à un programmiste, l'important, c'est que le questionnement de l'habitant, de l'usager, il ne peut parler que de ce qu'il connaît. Donc tout le rôle du programmiste, c'est un rôle pédagogique pour faire évoluer ou la mentalité des usagers, ou la mentalité du maître d'ouvrage, pour en faire un outil vraiment de travail et d'échange et de partage. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez 100 fois raison. On parlera tout à l'heure des démarches de concertation, parce que c'est vrai que c'est des thèmes qui reviennent de façon récurrente, mais ce dont on se rend compte, c'est que selon la nature du projet, la taille, l'implication des acteurs, tout ça se vit différemment aussi. Et là, on parle de cadres structurants qui sont des référentiels environnementaux, comme des éléments qui ont fait évoluer aussi les métiers vers... là, il s'agit de délivrer des bâtiments avec une certaine qualité, qui est une qualité environnementale, mais il y a d'autres formes de qualité. Comme élément d'évolution de métier, il faut quand même mentionner que ça ne concerne pas tous les projets et qu'on verra cet après-midi d'autres gammes, d'autres types de projets qui ne relèvent pas forcément d'un programme, mais quand on a un maître d'ouvrage, qui est aussi souvent le maître d'usage, eh bien que les choses se précisent naturellement et que voilà, peut-être qu'il y a besoin de démarches structurantes pour des projets de certaines tailles. Pour moi, d'abord, tous les bâtiments doivent avoir une qualité environnementale. Je veux dire, on ne parle pas de certification, mais j'allais dire, c'est obligatoire. Et deuxièmement, il faut des programmes. Je vois pas, quand on voit des projets sans programme, oui, effectivement, de temps en temps, on dit, voilà, on choisit un maître d'œuvre, il fera bien ce qu'il voudra. Mais enfin, nos grands architectes, je ne citerai pas celui spécialisé dans les doublements ou triplements des budgets, mais voilà, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Voilà, donc la question de hiérarchiser aussi les éléments. Je vous passe la parole, merci de vous présenter. Bonjour, Émilie Devillers, architecte. Moi, je voulais revenir peut-être sur la notion de culture qui a été très rapidement abordée par Madame Girard avec Edward Hall sur l'intimité et les sphères d'intimité. Je suis surprise par rapport à ça. Comment, à un moment donné, on n'arrive plus à faire culture commune. Comment c'est un frein aussi à l'innovation.
Et on voit très bien dans vos présentations l'opposition qu'on peut trouver entre la normalisation et la culture commune. Comment, à un moment donné, c'est comme si on était en panne de production de culture commune. Et la normalisation est là pour répondre et nous rassurer, comme si on pouvait plus se faire confiance et comme si on n'arrivait pas à obtenir un minimum de sécurité dans le vivre ensemble. Et je trouve que ce qui est montré à travers des espaces où on n'arrive plus à innover sur l'usage, finalement, c'est très représentatif de cette limite dans le vivre ensemble à exprimer nos besoins. Et j'ai beaucoup aimé votre approche justement sur faire émerger les besoins, puisque finalement un programme, c'est juste ça, c'est comment on qualifie des besoins et comment on arrive après, nous en tant qu'architectes, à les traduire. Et si on est des bons traducteurs, effectivement là on peut mesurer la qualité d'usage. Si on est des mauvais traducteurs, ça ne fonctionne pas et on observe effectivement que dans les comportements il peut y avoir des problèmes. Donc je voulais aussi interroger cette notion de savoir-faire, comment en fait l'innovation a un peu pris la place, l'innovation technique a un peu pris la place sur l'évolution des savoir-faire communs, enfin de culture constructive, puisque avant-guerre, on s'aperçoit qu'on avait une culture constructive qui était traditionnelle, qui était héritée de génération en génération. Ça n'existe plus. Et à ce sujet, j'ai pu assister il y a très peu de temps à une conférence de Wang Shu à Mulhouse, donc très grand architecte qui travaille sur des projets énormes, justement sur de l'architecture organique, low-tech, où on place l'usage et les sciences humaines au centre, et où il témoignait du fait qu'il était totalement sidéré de la disparition de la culture dans son pays. Il disait « Je ne peux plus appeler ma ville par son nom, je ne peux plus appeler la Chine, on n'a plus le droit de faire ça, ça s'est modifié. » Donc c'est une usurpation que de faire ça. Et il dénonçait justement cette destruction de savoir-faire, cette destruction de culture, avec de l'apparat. Il nous montrait des tours, on savait pas si on était à Dubaï, en Chine ou quoi. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Donc merci à Marc Daubert sur la question de l'espace et du temps. Bonjour, je l'ai eu à l'école, c'est pour ça que je suis contente de le revoir aujourd'hui. Donc quels espaces-temps dans quels espaces-temps on a envie d'évoluer? Donc je voulais avoir l'avis des intervenants sur la culture. Merci. Alors peut-être qu'on parlera tout à l'heure d'interopérabilité des systèmes techniques, mais là il me semble qu'on est en train de parler d'interopérabilité et de compréhension au tracteur. Qui veut répondre? Véronique Girard? En partie, mais je n'ai pas toutes les réponses. La question de l'innovation, je me pose beaucoup de questions sur la question de l'innovation dans les écoles, puisque je travaille dans le monde scolaire, que le monde scolaire bouge énormément, qu'on est confronté à des problèmes de flexibilité, de mutualisation, de partage d'espace, donc de culture à partager, et que à l'heure actuelle, on bloque l'architecte bien souvent dans sa conception par toute une réglementation, par un surcroît de protection. Alors je rebondis aussi sur la question de la protection, c'est-à-dire que moi je pense que on se protège beaucoup avec les chiffres, avec pour ne pas essayer d'être créatif et d'imaginer, d'inventer, d'aller plus loin. Voilà, pour répondre, mais je réponds très rapidement. Et l'autre question concernant la culture commune, ça m'évoque, si vous voulez, la problématique de la présence de l'individuel dans le collectif. C'est-à-dire que quand on conçoit une école, on la conçoit collectivement. L'individuel, il n'existe plus. Un enfant de 3 ans, comment se repère-t-il s'il n'a pas d'espace à sa dimension à un moment donné ou de repère à sa hauteur et à sa dimension? Il ne peut pas se repérer. Donc s'il ne se repère pas, il est inquiet. Donc s'il est inquiet, il s'agite. Et ça, ce sont des indicateurs qu'on n'a pas besoin de chiffrer. Sinon, les seuls indicateurs, on va mesurer l'endorphine. Donc on va lui mettre des espèces de capteurs sur le cerveau ou sur le cœur pour sentir si le cœur bat plus vite ou si les endorphines sont libérées parce qu'il a peur. Pour moi, il y a un moment donné où il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Moi, vraiment, là, j'ai eu une révélation tout à l'heure, c'est-à-dire cet hyper-contrôle
qu'est-ce que ça cache là derrière. On parlera peut-être aussi tout à l'heure du statut de ces données. Si vous voulez bien, on se laisse encore 5 minutes pour 2 questions parce que le déjeuner nous attend. On aura encore l'après-midi pour échanger. Madame, vous demandez la parole depuis tout à l'heure. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Annie Clément, je suis ingénieure en énergétique. Je voulais intervenir du point de vue méthodologique et scientifique par là. Pour essayer de traverser ce qui a été énoncé de manière plus ou moins implicite, à savoir que est-ce qu'on considère qu'on est délibérément dans une ère anthropocène et donc et urbaine. Donc ça, c'est une première question fondamentale. On a parlé d'environnement physique. Est-ce qu'on considère que l'on doit adapter le bâtiment à l'environnement et au milieu? Parce qu'on a parlé d'espace, mais faudrait-il pas parler de milieu? Donc on arrive à la notion. Donc j'arrive sur le terrain du géographe, puisque on parle du bâtiment qui se connecte dans des réseaux intelligents et par extension on parle de territoire intelligent. Donc est-ce que le bâtiment doit s'adapter et par là l'humain et son rythme de vie à l'environnement, ou est-ce que ce qui a été énoncé de manière implicite depuis le départ, le bâtiment, l'environnement doit s'adapter, on s'en fout et on recrée de la nature, pourquoi pas, ça existe. Donc, est-ce qu'il ne faut pas redéfinir philosophiquement notre habitus, à savoir donc, quand on parle d'usage, on parle des occupants, on parle de l'usage, l'utilité du bâtiment et des modes de vie. Donc, on rejoint la notion du temps. Voilà. Très bien. Donc des questions qui sont quand même très larges. Je ne sais pas, Olivier Côté, vous vouliez répondre Je pense qu'il faut revoir le discours. À une époque, j'ai essayé de revoir l'enseignement de la thermique du bâtiment. Elle est très différente sur les métiers. Et là, réellement, on ne va pas au bout des choses et il faudrait revoir complètement le propos de la construction du bâtiment. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, s'il vous plaît, parce que c'est des questions très vastes. Voilà. Et on va réaborder ces aspects-là de formation. Donc, du coup, on va y répondre de manière très vaste. Je ne sais pas si je vais répondre très précisément à toutes les questions. Ce que je perçois simplement, c'est que on a un héritage culturel des milliers d'années sur les phases de construction. Et puis, on arrive à une époque où les sciences et les technologies évoluent suffisamment plus pour qu'on prenne le pas, j'allais dire, de la science sur l'expérience. Donc, on est sur une sorte de mutation. Et cette mutation est aidée par une révolution qui est, on doit maintenant construire des bâtiments sous un environnement contraint. Et cette contrainte n'existait pas avant. Et donc, ça remue l'ensemble de la science de construire. Voilà. Alors ça remue. Alors, de temps en temps, on a l'impression que c'est l'ingénieur. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'en ce moment, c'est le législateur qui prend le pas, plus que l'ingénieur ou l'architecte. Donc c'est le papier, d'accord? Ou l'euro, peut-être l'euro. Non, mais l'euro, il a toujours été là. À l'époque, ça s'appelait les sesterces. Mais voilà. Mais qu'importe. Voilà. Et pour moi, si vous voulez, pour répondre un petit peu sur cette notion de culture, de toute façon, l'humain est intangible. Il faut être, je suis un indécrottable optimiste. Hein. Le pessimiste, c'est une opinion. L'optimisme, c'est de l'action. C'est-à-dire que de toute façon, derrière, l'humain va reprendre le pas, et on réinterroge d'ailleurs, et c'est des débats comme aujourd'hui, il y a 3 ans, n'auraient pas eu lieu. Alors, on est en train de s'apercevoir que de faire que de l'énergétique, de l'environnement, de l'indicateur, d'une kilowattheure par mètre carré d'énergie primaire, ces chiffres-là orientent les choses, focalisent les choses, et c'est vrai que des labels, des réglementations focalisent les gens sur certains éléments et oublient les autres, et que l'élément est systémique, mais un bâtiment, ça rend de multiples services, quelquefois ces services sont antagonistes.
Quand vous avez assisté à une réunion de travail de collaborateurs dans laquelle toutes les 2 minutes, il y en a un qui se lève parce qu'il a trop chaud pour ouvrir la fenêtre, et 2 minutes après, il y en a un autre qui se lève pour fermer la fenêtre parce que l'acoustique extérieure lui nuit, d'accord ? Ce débat de perception entre l'acoustique et le confort thermique, entre 2 personnes qui n'ont pas le même équilibre, nulle science ne sait le résoudre. Nul bâtiment ne sait le résoudre. Donc on reviendra bien de l'humain. Je laisse maintenant parler Je préférais prendre des questions. Alors, 20 secondes. 20 secondes par rapport à votre question, madame. Je pense qu'il ne faut pas opposer sciences humaines et sciences machin. Il ne faut pas opposer, elles sont toutes concurrentes. Dans cette logique-là, je pense on mentalise trop aujourd'hui, y compris les gens des sciences humaines, parce que l'évolution, elle existe. Avant, on était dans des cavernes. Il y a la moitié des gens qui sont là aujourd'hui qui seraient déjà morts parce qu'ils sont trop gros, ils ont du cholestérol, ils ne savent pas courir devant un tigre ou quelque chose comme ça. Et du coup, on a évolué. Et finalement, il y en a un paquet qui sont là, contents d'être là parce que ça a été cette évolution-là. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut prendre beaucoup d'humilité et surtout pas opposer les sciences entre elles. Il y a des choses qui sont immatures et elles vont prendre de la maturité. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense que c'était pas le propos, c'était plutôt une mise en cohérence, ce que j'ai compris. S'il vous plaît, je vais laisser la parole à... Oui, alors 20 secondes aussi. Maintenant, il y a une chose, c'est que l'on connaît un certain nombre de résultats. Si vous regardez l'étude qui a été faite sur les bâtiments de la Poste, vous vous apercevrez que ce qui a été fait il y a avant 60, les résultats sont très bons. Et que la méthode de construire des années 70 a été non seulement lamentable du point de vue énergétique, mais avec des systèmes qui rendaient les bâtiments absolument inadaptable. Donc tous les jours, la méthode de construire bouge, parfois bien, parfois moins bien, c'est la vie. Voilà, merci. Alors, une dernière question de Pierre Terrier. Non, on arrêtera les questions après. Je suis désolée. On aura encore du temps pour échanger cet après-midi. Pierre Terrier. Président de BBD. Moi, je trouve très intéressant, quand on participe à un colloque de cette nature, que le postulat sur lequel on démarre, c'est l'usager. Moi, je trouve ça très bien. Sauf que j'ai une inquiétude majeure, c'est qui définit l'usager? Et comment introduit-on la variation des types d'usagers dans une même catégorie? Et pour reprendre tout à l'heure ce qui a été dit, il se peut que l'usager soit monsieur du glandu. Il peut être monsieur tout vert. Le problème est d'abord, c'est quel est l'usager qu'on prend en compte. Puis deuxième élément, dans le temps, on peut avoir un usager monsieur du glandu aujourd'hui et avoir monsieur tout vert derrière. Et lorsque vous aurez la réponse aux besoins qui ont été calculés sur monsieur du glandu, la sommation de du glandu, c'est pas la sommation des tout verts. Là, il y a un vrai problème qui est posé. Alors, il y a Picsou. Oui, non, mais j'en prends deux. Monsieur, c'est pour ça que il faut pas essayer d'imaginer ce que sera l'usager en début de conception, parce qu'on ne le saura jamais. C'est une hérésie, mais vraiment une hérésie intellectuelle, de vouloir déclarer que je vais construire un bâtiment qui va consommer tant. Puisque ça dépend de monsieur de Touvert, de monsieur du Glandu, etc. Ce qui est important, c'est que le bâtiment puisse, et l'usage du bâtiment, puisse s'adapter à la différence d'usage, à la différence de destination. Si on veut faire du développement durable, dans la durabilité, le bâtiment vivra plusieurs générations d'individus, plusieurs générations de cultures, plusieurs modifications. Et donc, il faut plutôt raisonner l'adaptabilité des services rendus par le bâtiment en fonction des usagers que de décréter l'usage a priori. D'accord. Ça veut dire que quelque part, il y a un mot rusticité qui vient. Il y a rusticité. C'est-à-dire, en fait, je fais une réalisation qui, à un moment donné, va correspondre à un besoin que j'aurais estimé, mais je lui donne des caractéristiques qui lui permettra de s'adapter à d'autres. Mais là, simplement, une remarque quand même, parce qu'il y a une phrase qui a été prononcée tout à l'heure qui me semble fondamentale. Qui gouverne aujourd'hui? Le normatif, pas le législatif. Qui, entre autres, en termes de démocratie, c'est le normateur qui a pris le pas sur le législateur. Point.
Alors c'est vrai que le poids des règles est souvent rappelé, pas uniquement en parlant de bâtiments intelligents, mais des débats qui traversent le secteur du bâtiment actuellement. Le poids des règles, même comme facteur limitant de l'innovation, puisque plus on contraint, plus on rétrécit le cadre et moins on autorise de liberté. Une réponse très rapide, s'il vous plaît, et on terminera de Véronique Girard. La FNOR est criminelle. Voilà. Bon, bah alors, voilà. Je pense que les prochaines questions seront à qui profite le crime. Véronique Girard, dernière intervention, et puis on va conclure la matinée. Merci. Il y a une chose qui reste intangible, c'est la sensibilité de l'humain. Et quand je prends les enfants, tous les enfants ont les mêmes besoins. C'est voir, jouer, bouger. Enfin, tous, ils ont les mêmes besoins. Voilà. Et ça, quelles que soient les mesures, tout ce que vous voulez, ils ont ces besoins-là pour pouvoir grandir. Très bien. On reparlera tout à l'heure de comment questionner les pratiques, etc. et toutes ces questions qui ont été soulevées. Un foisonnement de questions.